Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez la bienvenue dans votre matinale du lundi 7 avril sur TV Vendée. J'espère que vous allez bien en ce début d'une nouvelle semaine. On commence par faire un petit coucou à Antoine qui se trouve bien sûr dans la régie, notre réalisateur préféré en pleine forme pour aborder également cette nouvelle semaine. J'espère que vous avez bien profité du week-end ensoleillé. Le soleil qui va continuer d'être bien présent aujourd'hui. Nous en reparlerons dans quelques instants. Bon appétit à celles et ceux qui prennent leur petit déjeuner. Bon courage à vous si vous prenez le chemin du travail. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour grâce au numéro du WhatsApp officiel de la matinale qui est affiché juste en dessous. N'hésitez donc pas à envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Il est temps de passer au titre de l'actualité du jour. Nous prendrons à la direction de Saint-Martin-l'Art en Saint-Hermine ce matin. Les habitants y ont ouvert leur propre boulangerie, l'Épi de Saint-Martin-l'Art, après la fermeture de l'unique boulangerie de la commune, approvisionnée par un boulanger voisin. Ce lieu est devenu un espace convivial et solidaire. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la mairie organise chaque année une cérémonie pour remettre officiellement leur carte d'électeur aux jeunes de 18 ans. Samedi, 13 nouveaux électeurs ont ainsi reçu leur carte des mains du maire. Nous avons assisté à ce moment solennel. Et puis hier, le skipper vendéen Arnaud Boissière a remonté le chenal des Sables d'Olonne avec son IMOCA sans mât après son abandon sur le dernier Vendée Globe. Il souhaitait partager ce retour symbolique avec le public et vous verrez que de nombreuses personnes étaient présentes pour l'accueillir chaleureusement. Avant de développer ces titres, on se tourne du côté de la météo pour aujourd'hui. Je vous le disais, le soleil est bien présent ce matin sur l'ensemble de la Vendée. Comptez 6 degrés dans les terres, 8 degrés sur le littoral. Dans l'après-midi, pas de changement. Le ciel restera bien dégagé. Les températures seront très douces avec 19 degrés dans les terres et 21 degrés sur la côte vendéenne. On fait le point également sur les marées pour aujourd'hui avec une basse mer à 7h40 et 20h10. Pleine mer à 2h10 et 14h50. Petit coefficient à 37 à 42 pour aujourd'hui. Le passage du Gois, lui, sera au plus bas à 7h45 et ensuite à 20h15 ce soir. On fait le tour maintenant, comme tous les matins, des marchés du jour avec pour aujourd'hui celui de Esnès et place de l'Église. Le marché également de Benesse c'est de 8h à midi, place du Champ de Foire, et celui de Jars-sur-Mer, c'est de 8h à midi et demi, place des Ormeaux. On fait un petit point également sur vos conditions de circulation, notamment sur les différents travaux que vous pourriez être amené à rencontrer si vous prenez la route en Vendée. Attention donc sur la 4 voies entre les Sables d'Olonne et La Roche-sur-Yon, il y a des travaux notamment à hauteur de la Mottachar. Prudence également sur l'axe montée du Vendée, La Roche-sur-Yon, avec des travaux importants de réfection de la chaussée, ce qui provoque une fermeture partielle des voies de circulation et donc des perturbations importantes, notamment en cours de matinée. Vous avez également des travaux à l'entrée de l'île de Noirmoutier sur la départementale 38 et également sur la D160 entre la commune d'Essart-en-Bocage et les Herbiers, où plusieurs circulations alternées peuvent être en place avec des travaux à la fois sur le réseau électrique et le réseau de fibre optique. Et en ce lundi, nous fêtons la Saint-Jean-Baptiste de la Salle et il est temps déjà de passer à l'actualité de ce lundi 7 avril. Voici le journal. Et nous commençons ce journal avec ce crash mortel d'un ULM qui s'est produit samedi à proximité de l'aérodrome de Fontenay-le-Comte. Le pilote, âgé de 74 ans, d'origine britannique et résident à Xonton-Chassenon, est décédé. L'appareil s'est écrasé juste après avoir fait demi-tour reprenant la direction de l'aérodrome. Une enquête a été ouverte et confiée au groupement de la gendarmerie de la Vendée. Une défaillance technique ou une erreur humaine sont les pistes privilégiées par les enquêteurs, pour le moment. Voici maintenant une belle initiative prise par les habitants de Saint-Martin-l'Art en Saint-Hermine. L'unique boulangerie de la commune a fermé ses portes fin mars. Alors les habitants, avec le soutien de la commune, ont créé leur propre boulangerie, l'Épi de Saint-Martin-l'Art. Approvisionnée par une boulangerie de l'Hermenot, ce dépôt de pain est surtout un vrai lieu de rencontre et d'échange qui permet de maintenir le lien social entre les habitants. Plus de 50 bénévoles s'y investissent. Reportage de Cyril Dillet. Alors moi je vais prendre mon pain long et je vais prendre la baguette à 2 nappes.
Depuis la fermeture de l'unique boulangerie de la commune le 23 mars dernier, le dépôt de pain de l'Épi de Saint-Martin-l'Art est devenu le nouveau point de rencontre. C'est parti, on va faire la livraison. Là, j'en emporte pour 3 personnes. Je regroupe. Je fais le porteur de pain en même temps. Et puis, ça nous permet de voir du monde. Ça dépanne bien pour tout le monde, quoi. Et puis comme ça, ça nous fait sortir un petit peu. Que s'il fallait aller jusqu'à Chantenay où ça termine pour aller chercher un pain, non. Sur ce, bonne journée. Merci. À bientôt. Suite à l'annonce de la fermeture de la boulangerie, la municipalité a mis à disposition l'ancienne garderie de la commune et alloué une subvention pour aider à la création de ce dépôt de pain. On ne pouvait pas rester sans service sur notre commune. Donc le but était d'apporter quelque chose de qualité et de garder un lieu de convivialité, surtout avant tout, pour que les gens puissent se retrouver tous les jours et avoir néanmoins du pain à portée de main. Avant tout, c'est ça, c'est un lieu de convivialité, de service bien sûr, puisque ça permet de redynamiser aussi le centre-bourg. Une opération qui n'aurait pas pu voir le jour sans les associations de la commune. Car ce sont les bénévoles issus de ce tissu associatif qui chaque jour, sauf le mercredi, se relaient derrière le comptoir. On a fait un planning, donc entre les 20 bénévoles réguliers et les 50 bénévoles occasionnels, on a réussi à faire un planning sur 8 semaines. Un village sans commerce, sans activité, c'est un village qui est voué à mourir. Et du coup, là, on prend le temps de discuter avec chacun, on apprend à connaître tout le monde. Après, quand on se promène dans le village, tout le monde se dit bonjour, c'est super agréable. Tous les jours, nous marquons les noms des personnes, des clients qui viennent commander. 48 heures à l'avance. Avec 47 commandes passées le jour de son ouverture, l'Épi de Saint-Martin-l'Art semble avoir de beaux jours devant lui. Depuis 4 ans, la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie organise une cérémonie officielle de remise des cartes d'électeurs aux jeunes âgés de 18 ans. La dernière s'est déroulée ce samedi, un moment solennel pour faire prendre conscience à ces nouveaux électeurs de l'importance de ce geste citoyen qu'est le vote. 13 jeunes étaient présents pour recevoir donc leur carte d'électeur des mains du maire. On n'arrivait pas à se résoudre au fait de les envoyer par la poste. On s'est dit que pour les jeunes, c'était un grand moment de pouvoir voter pour la première fois, de recevoir cette carte électorale. Et puis que on est dans un monde aujourd'hui qui rencontre quand même quelques difficultés et que le vote est un droit, mais que c'est aussi un devoir. Et donc, en tant qu'élu, on doit sensibiliser notre jeune population en leur disant que c'est important de voter, même si bien sûr les familles le font déjà. Mais on essaie de rendre ce moment un peu solennel pour qu'ils puissent comprendre l'importance de pouvoir mettre un bulletin dans l'urne. On a la chance d'être dans un pays où on a le droit de voter, un pays démocratique où nos ancêtres se sont battus pour ça. Donc toutes ces raisons nous ont confortés dans le fait que faire cette petite cérémonie avait du sens. La Fédération nationale de la plaisance et des pêches en mer tenait son assemblée générale en Vendée à Talmont-Saint-Hilaire. 3 jours de travail pour préparer l'avenir des 30 000 adhérents et des 300 associations affiliées. L'un des principaux dossiers abordés est celui de la déclaration des pêcheurs de loisirs. Une déclaration qui va permettre de mieux les recenser, mais aussi les obliger à déclarer les éventuelles prises d'espèces sensibles. Le premier dossier sensible, c'est la déclaration du pêcheur. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2026, tout pêcheur de loisirs, quel qu'il soit, pêche embarquée, pêche du bord, pêche sous-marine, hors pêche à pied, tout pêcheur de loisirs devra se déclarer. Il va falloir que chacun de nos pêcheurs se déclare en tant que pêcheur de loisirs. Et aujourd'hui, on n'a pas non plus bien défini l'âge. C'est-à-dire qu'on dit à un âge, je dirais, qui pour nous serait aux environs au-delà de 12 ans. Ce dimanche, le skipper vendéen Arnaud Boissière a remonté le chenal des Sables d'Olonne avec son IMOCA la Micaline sans son mât. Il avait été contraint à l'abandon sur la dernière édition du Vendée Globe fin janvier. Après avoir dématé, même s'il était rentré depuis plusieurs semaines, il souhaitait remonter avec son bateau le chenal afin de partager ce moment avec le public. Un public qui était bien présent pour le saluer avec le sourire, comme l'a constaté Louise Viadger. Merci Cali. 2 mots simples visibles partout à terre pour la remontée du chenal d'Arnaud Boissière. Félicitations, bienvenue chez toi, bienvenue à la maison. Et puis non, on est tout cœur avec lui. Cette force de caractère, cette résilience et puis son courage quoi. Donc on est très fiers, de lui.
Si on habite au sable et on ne vient pas le voir, c'est pas, on a loupé un truc, quoi. Donc non, on est très contents. On a adoré l'ambiance, tous les gens bien sympas, on a même pris un maillot et voilà. Qu'il fasse une entrée comme ça aujourd'hui, la preuve qu'il a encore de la qualité et encore des supporters, parce que quand on voit le monde qu'il y a sur la jetée de chaque côté, voilà. Le skipper Mickaëline avait jeté l'éponge le 2 février suite à son dématage. Après une escale en Martinique, il avait déjà retrouvé ses proches au sable. Mais Arnaud Boissière tenait à une arrivée symbolique pour saluer le public. C'est un grand marin, il n'y a pas de doute. Je crois que c'est son 4e Vendée Globe, si je ne me trompe pas. Ouais, il a dématé, c'est malheureux, ça peut arriver. Il nous a apporté beaucoup d'émotions durant ce Vendée Globe. Il a vécu beaucoup de difficultés majeures. Et voilà, on voulait lui rendre hommage et être présent pour lui. Et on suit Arnaud depuis plusieurs Vendée Globe, c'est un ami à moi. Et donc on lui a créé cette belle affiche qui donc le résume entre Arnaud et Cali, parce que Arnaud et Cali, c'est les deux qui font le Vendée Globe sur ce bateau. Voilà, c'est soit Arnaud qui décide ou soit Cali, ça dépend. Voilà, donc ça c'est l'histoire que j'ai avec Arnaud et que voilà, j'applaudis parce qu'il est là aujourd'hui, il est revenu chez nous et c'est super cool malgré ses déboires. Arnaud Boissière a déjà annoncé vouloir prendre le départ du prochain Vendée Globe en 2028. Vieillir, ce n'est pas juste profiter de son temps libre. Pour beaucoup de seniors, la retraite s'accompagne aussi d'une charge mentale importante avec la gestion du quotidien, des questions de santé, de la famille, un équilibre parfois difficile à trouver. Alors la communauté de communes Vendée Grand Littoral propose des ateliers pour aider les plus de 60 ans à mieux vivre cette période de transition avec des activités physiques, de bien-être, différents échanges. C'est un moyen pour eux de penser enfin à eux. Ces ateliers sont déployés dans une vingtaine de communes. Nous accueillons des seniors de plus de 60 ans sur différentes thématiques, hein, donc qui peuvent aller de la prévention de chute à la diététique, à, comme vous voyez derrière moi, la boxe, ça peut être aussi le bien vieillir, ça peut être des ateliers de sophrologie. Donc ça va permettre de recréer du lien, ça permet aussi de rompre l'isolement et les personnes de plus de 60 ans s'y retrouvent. Aujourd'hui nous avons des personnes aussi qui se voient à l'extérieur des ateliers, le bouche-oreille aussi fait que les ateliers sont appréciés, donc d'où cette liste d'attente. La restauration de l'église Saint-Louis se poursuit à La Roche-sur-Yon. Les travaux ont débuté en 2017 avec notamment la rénovation de la charpente et de la couverture ainsi que la modernisation du système de sécurité incendie. La 3e phase de ce chantier vient de démarrer et va permettre la restauration du chœur et des 2 chapelles latérales. Les travaux doivent être terminés pour 2029, année du 200e anniversaire de l'église Saint-Louis. La loi de 1905 nous confie le patrimoine religieux. Et donc nous avons obligation de l'entretenir. C'est le plus grand édifice religieux de Vendée. Et donc il faut des travaux à la mesure de ce patrimoine historique. La Roche-sur-Yon n'est pas extrêmement riche en patrimoine historique. C'est une jeune ville qui a un peu plus de 200 ans désormais. Et donc chaque élément de son patrimoine doit être préservé. C'est ce que nous faisons avec ce bâtiment. Les charpentes ont été rénovées. Là, on a créé des planchers techniques en bois pour pouvoir les entretenir correctement et en sécurité. La prochaine étape, ce sera la restauration du chœur et des chapelles latérales. Voilà, donc c'est vraiment le lieu de culte par excellence au bout de la nef principale. Regardons maintenant votre météo de la matinée, météo estivale à nouveau aujourd'hui comme c'était le cas durant l'ensemble du week-end et ça fait du bien avec ce beau et grand soleil qui est présent donc sur l'ensemble de la Vendée. Au niveau des températures, comptez 7 degrés à Fontenay-le-Comte, 7 degrés à La Roche-sur-Yon, Chaland et la Tranche-sur-Mer, 8 degrés du côté de la Châtaigneraie et des Sables-d'Olonne, 9 à Montée-du-Vendée et 10 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal. Il est temps bien de revenir maintenant sur l'actualité sportive du week-end. Voici le journal des sports. Et
on commence ce journal des sports du week-end avec du football et la Nationale 2 masculine. La Roche-Vendée Football recevait le Poitiers Stade FC. Victoire pour les Vendéens, 3-1 qui sont désormais 10e du classement. Et les Herbiers recevaient le Poiré-sur-Vie pour un derby vendéen. C'était vendredi soir au stade Massabielle. Les Herbretais ouvrent le score dès les premières secondes de jeu avec un but de Shelton Guillaume. Les Genoux ont alors plusieurs occasions, mais les Herbretais marquent à nouveau à la 30e minute avec Jérémy Billy. En deuxième période, les efforts des joueurs du Poiré sont récompensés avec un but de Mathéo Remars. Les Herbretais restent néanmoins plus efficaces et inscriront 2 nouveaux buts par Sambali Keita et Jérémy Billy, remportant ainsi la victoire sur le score de 4-1. Avec cette victoire, les Herbretais sont en 5e place du classement, mais l'équipe du Poiré-sur-Vie, dernière, sait désormais qu'elle évoluera dans la catégorie inférieure l'an prochain avec sa relégation annoncée en National 3. Je pense qu'on a bien démarré, on a marqué. Après, c'est surtout parce qu'on a été déstabilisé en 12 minutes avec 3 changements. Et comme sur le banc, j'avais que des joueurs offensifs. Et quand on regarde l'équipe qui a joué, il n'y avait que 2 réels défenseurs. Le succès, il est mitigé parce que j'ai 3 joueurs blessés. Donc voilà, on va penser un peu nos plaies, même si on est content et satisfait d'avoir gagné. Mais on ne peut pas être totalement satisfait avec tous les pépins qu'on a pu connaître. C'est fini en National 3, donc on va préparer la saison prochaine. Après, on savait qu'on était en National 3 depuis un bon moment. Maintenant, c'est, on va dire, officiel, donc on va préparer la saison prochaine. On va se consacrer à ça. Qu'on puisse au moins apprendre de nos erreurs sur cette fin de saison, sur les 6 matchs qui restent. Après, ça fait un moment qu'on dit, donc je ne sais pas si on sera capable, mais en tout cas, on va tout faire pour avec le staff pour accompagner les joueurs dans ce sens-là. Un mot de basket maintenant avec d'abord les résultats en Wonder League féminine. La Roche-Vendée Basket affrontait Basketland ce dimanche. C'est une nouvelle défaite pour les Vendéennes qui s'inclinent à 65-71 et restent avant-dernière au classement. En National 1 masculine, victoire du Vendée Chaland Basket sur le parquet de Lionceau, 90-68 vendredi soir. Et au même moment, les Sables Vendée Basket se sont inclinés 99-74 face à Saint-Vallier. En National 1 de hand, cette fois-ci, de handball, pour la 18e journée, la Roche-sur-Yon recevait l'équipe de Foirac samedi soir. À 5 journées de la fin du championnat, les Lyonnaises, prétendantes à la montée en Pro D2, n'ont pas failli. Dès la première période, les joueuses vendéennes se démarquent et mènent 9-3 après le premier quart d'heure, puis 15-7 à la mi-temps. En deuxième période, les meilleures joueuses de la soirée, c'est Julie Soulard, auteure de 7 buts, et Amal Amrouni, avec 5 buts, continueront leur démonstration jusqu'à la victoire sur le score de 29-15. Après ce match, La Roche-sur-Yon, Vendée Handball reste co-leader du classement avec 47 points. Le début de match est un peu comme celui de Nantes il y a 15 jours, 3 semaines où on démarre plutôt bien. Après, on a 2-3 pertes de balles qui permettent du coup à Floirac de revenir dans le match et de courir un peu. Après, on était quand même très sereine parce que notre assise défensive encore ce soir a fait de grandes choses. On a senti les filles plutôt très libérées. Donc le score à la fin du match est plutôt logique. L'objectif, c'est de ne pas faire de fausses notes et que nos adversaires directs en fassent une. Donc voilà, on sait qu'il reste maintenant 4 matchs. 4 matchs couperés, on les prend un par un et puis on verra ce qui se passera à la fin de l'année. On termine ce tour de l'actualité sportive avec un mot de palais puisque Saint-Georges-de-Montaigu accueillait samedi la finale de la Coupe de Vendée de Palais-Fonte. Plus de 300 joueurs étaient présents représentant les 7 clubs qualifiés pour cette finale, des clubs vendéens mais aussi des départements limitrophes. Et comme en 2024, c'est celui de Sérigné qui remporte le classement par équipe mais aussi la doublette avec la victoire donc de Tommy Boyer et Christian Freland. C'est la fin de ce journal des sports, il est temps de passer au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info aujourd'hui est consacré à l'histoire des menhirs installés sur la commune d'Avrier, notamment l'histoire de l'alignement des menhirs installés au niveau du lieu-dit le Bois-Fourgon. On découvre donc ensemble cette histoire et leurs secrets.
Ces monuments d'abord sont très très gros, parfois très élevés, jusqu'à 7 mètres, ce qui détermine une population importante. Ils ont d'abord été transportés sur des traîneaux de bois, des carrières qui se trouvent à quelques centaines de mètres sur les pentes, parfois un petit peu plus loin. Et ces traîneaux ont servi de contre-pied lors du levage. C'est-à-dire qu'on a évidemment tout simplement utilisé les tractions humaines, que ce soit des femmes ou des hommes, pour les lever. On n'a pas de traces de traction animale. Ce sont des monuments qui sont genrés, c'est-à-dire que certaines de leurs pierres sont anthropomorphes, représentent des silhouettes parfois masculines, mais aussi parfois féminines. Ce qui nous amène à penser que ces monuments ont pu être construits par des hommes, mais aussi par des femmes, dans évidemment le souci de participer à la conservation et à la surveillance du territoire sur lequel ils vivaient. Chaque pierre représente certainement un personnage important dans la lignée familiale, que ce soit une femme ou un homme. Il est évident que ces petits aliments représentent soit des familles ou des lignées, peut-être les deux. Ça symbolise la force, la puissance d'un groupe qui est probablement en fait un assemblage de lignées familiales, mais aussi certainement de villages, que l'on peut estimer à une petite dizaine, grosso modo quelques milliers de personnes sur ce secteur-là, aux alentours de 3000, entre 3000 et 4000 avant notre ère. Ce qui sous-entend que ces monuments-là étaient essentiellement élevés pour les sociétés humaines de façon très très particulière. Pour ces types de monuments-là, dans l'ouest de la France, on connaît quelques petits groupes de menhirs, mais on ne connaît pas leur densité. Des très grands, il y en a très très peu. On a un groupe du côté de Pornic qui ressemble beaucoup à celui-ci, mais qui n'a pas été étudié, mais qui semblerait être du même type que celui d'Avrier-le-Bernard, en tout cas ceux du Bois de Fourgon. Mais pour l'instant, effectivement, dans l'ouest de la France, c'est la seule concentration de ce type-là, de connu, pour avoir été étudié et en partie restauré. C'est extrêmement fragile, donc on n'a d'ailleurs pas tout fouillé. On a laissé plusieurs monuments intacts depuis la préhistoire, de façon à ce que d'autres archéologues plus tard les étudient d'une autre façon avec d'autres techniques. Et voici donc pour ce plus de l'info consacré à l'histoire de ces menhirs installés à Avrier. Il est temps de passer maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission dans le rétro que vous retrouverez demain sur TV Vendée. Romain Trichereau vous parlera notamment de l'histoire du mur de l'Atlantique, cette chaîne de fortifications construite par les Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale sur l'ensemble des côtes françaises et pas seulement. Il en parle bien sûr lié à l'histoire de la Vendée. La Vendée n'échappe pas à ce vaste projet défensif. Le mur ne prend pas la forme d'une grande ligne continue, mais plutôt d'un chapelet de fortifications disposées sur les zones stratégiques du littoral, l'Île-Dieu, Noirmoutier, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les Sables d'Olonne, la Tranche ou encore l'Aiguillon-sur-Mer. Partout, on y trouve des blocos, ces grosses masses de béton souvent semi-enterrées, capables de résister aux bombes comme aux obus. 100 environ ont été construits sur la côte vendéenne. Certains sont des postes d'observation, d'autres servent d'abri, que ce soit pour les troupes, les armes ou l'approvisionnement. L'occupant profite de la géographie particulière des côtes vendéennes, notamment de leurs falaises naturelles, pour bâtir ces blocos et ainsi limiter le nombre de soldats nécessaires à la surveillance du secteur. Mais certains sites bénéficient d'une protection renforcée. C'est le cas de l'île de Noirmoutier, positionnée face à la rade stratégique de Saint-Nazaire, ainsi que des ports de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et des Sables d'Olonne. Dans le rétro sur l'histoire donc du mur de l'Atlantique en Vendée, c'est à retrouver demain sur TV Vendée. On passe au rappel des titres de l'actualité du jour. Nous sommes allés ce matin à Saint-Martin-l'Art en Saint-Hermine où les habitants ont ouvert leur propre boulangerie, l'Épi de Saint-Martin-l'Art, après la fermeture de l'unique boulangerie de la commune. Approvisionné par un boulanger voisin, ce lieu est devenu un espace convivial et solidaire. Nous sommes également allés à Saint-Gilles-Croix-de-Vie où la mairie organise chaque
chaque année une cérémonie pour remettre officiellement leur carte d'électeur aux jeunes âgés de 18 ans. Samedi, 13 nouveaux électeurs ont donc reçu leur carte des mains du maire. Nous avons pu assister à ce moment solennel. Et nous sommes revenus sur ce qui s'est passé hier également dans le chenal des Sables d'Olonne. Le skipper vendéen Arnaud Boissière a fait son arrivée avec son IMOCA sans mât après son abandon sur le dernier Vendée Globe. Il souhaitait ainsi partager ce retour symbolique avec le public et vous avez pu constater que le public était nombreux pour l'accueillir chaleureusement. Il est temps maintenant de passer comme tous les matins au jeu de la matinale. Et avant de passer à la question de la semaine, toutes nos félicitations à Elodie qui habite à Esnay, qui a remporté le jeu de la semaine dernière et qui repart avec son pack pour le parc de Pierrebrune. Voici maintenant la question de cette semaine, question un peu cuisine. Quel est l'autre prix en dehors des étoiles décernées par le Guide Michelin? Vous avez d'ailleurs pu suivre la cérémonie des étoiles Michelin en direct sur TV Vendée, mais il existe un autre prix décerné également par le Guide. Et voici le premier indice. Ce prix a été créé en 1997. Je répète, ce prix a été créé en 1997. À gagner cette semaine, c'est un coffret de cuisine offert par Bultop, donc partenaire du jeu cette semaine. Je vous l'ouvre en essayant de ne rien faire tomber. Voici donc ce coffret de cuisine à remporter avec le jeu de la matinale de cette semaine. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous restez avec nous, l'actualité revient dans quelques instants sur TV Vendée.